Bonjour Boris Cyrulnik et merci d'être avec nous. Alors on vous connaît, on connaît Boris Cyrulnik, le neuropsychiatre, le psychanalyste, celui que l'on appelle communément le pape de la résilience. Mais derrière l'homme, derrière Boris Cyrulnik, j'allais dire à l'origine de l'homme que vous êtes devenu, eh bien il y a le petit Boris, le petit enfant juif, le survivant de la Shoah dont vous avez raconté le cheminement dans un certain nombre de livres, dont Sauve-toi, la vie t'appelle, ce livre que vous aviez publié en 2012, puis dans Les âmes blessées en 2014. Alors comment le petit Boris, devenu le grand docteur Cyrulnik, vit la période actuelle, c'est-à-dire une période troublée à la fois par la crise sanitaire et par la menace terroriste? Alors, je le vis. Le premier confinement, je l'ai vécu plutôt pas mal, mais le deuxième confinement, je le vis avec inquiétude parce que je me demande si on ne va pas rentrer dans le siècle des pestes et dans le siècle des guerres de religion. Le siècle des pestes parce que le virus semble s'installer pour durer, et je sais pas, je crois qu'il va bien falloir s'y adapter. Et le siècle des nouvelles guerres de religion, parce qu'on voit que la planète est en train de se diviser en deux secteurs. Un secteur où les religions sont tolérantes et acceptent les religions des autres, et un autre secteur où on voit que la croyance veut s'imposer à la planète, et c'est pour ça que ces gens-là utilisent le nom de blasphème, dont l'indication est toujours dangereuse. Ceux qui emploient le mot blasphème révèlent ainsi qu'ils veulent imposer leur loi, quel que soit le prix que les autres payeront. Alors on va commencer par parler de la crise sanitaire, et d'abord une question un peu générale. Est-ce juste de dire que nous sommes en train de prendre le chemin de la résilience avec ces deux crises? Non, on ne prend pas le chemin de la résilience. Au contraire... Parce que c'est ce qu'on a entendu ces derniers temps. Mais moi, je ne l'ai pas dit, ça. Oui, pas vous. Moi, je pense au contraire qu'on est en train de prendre le chemin de l'augmentation des troubles psychiques, le chemin de la désocialisation, le chemin de la dilution des liens familiaux et des liens sociaux. Donc, c'est exactement le contraire de la résilience. Et qu'est-ce qui pèse, qu'est-ce qui va peser le plus, Boris Cyrulnik, sur l'avenir? Est-ce que c'est la menace sanitaire ou est-ce que c'est la menace terroriste? Les deux, dans l'histoire humaine, les deux ont souvent été associés. On constate que, par exemple, au siècle des pestes, le XVIIe, il y avait en même temps les guerres de religion, la guerre de 30 ans, il y a eu en même temps des massacres humains et des morts par famine et par peste. Et donc, je suis un peu pessimiste, mais j'ai bien peur que ça prenne cette direction. Ça veut dire que l'histoire se répète avec quelques centaines d'années de décalage? Oh, l'histoire se répète à quelques années de décalage. Après une épidémie, quand on remet en place les conditions qui ont créé l'épidémie, eh bien, 2-3 ans après, il y a une nouvelle épidémie avec un nouveau virus ou une nouvelle bactérie. Et le siècle des pestes, c'était une épidémie tous les 3 ans. Il y a eu plusieurs siècles de peste. Il y a toujours eu des épidémies qui ont toujours été provoquées par les mêmes conditions, hyperconsommation, hypermobilité, l'hyperconsommation qui fabrique le virus et hypermobilité qui le diffuse sur la planète. Donc ça s'est répété déjà 100 fois, peut-être même plus, depuis le néolithique. Et alors vous avez rappelé récemment que toutes les épidémies de peste se seront propagées par une minorité de gens qui refusaient de se confiner. Oui, par exemple, il suffit de rien pour faire un foyer de bactéries ou de virus. Même si l'immense majorité des gens se confinent et éteint le virus, il suffit d'un foyer pour redémarrer. Par exemple, l'épidémie de peste de Marseille de 1348, c'était la route de la soie qui passait par Antioche. Donc des marins étaient morts pendant le trajet, il fallait faire la quarantaine près de Marseille dans les îles du Frioul, et comme il y avait la foire de Beaucaire un peu au nord de Marseille, avant Avignon, il fallait débarquer les ballots de soie la nuit pour gagner un peu d'argent. Donc les gens l'ont fait, et dans ces ballots de soie, il y avait des puces avec le bacille de la peste, et 2 ans après, un Européen sur 2 était mort. C'est-à-dire que le foyer, au départ, était minuscule, mais comme le virus se répandait
parce que le commerce marchait bien. 2 ans après, un Européen sur 2 était mort. Alors, partant de ce cas, partant de ce fait historique, qu'est-ce que vous dites aux gens, aux Français et aux auditeurs qui nous écoutent par rapport à la situation actuelle, par rapport à la crise sanitaire actuelle? Je pense qu'il y a des pays qui ont rapidement réglé le problème sanitaire parce que le confinement a été intense. La Chine a réglé le problème sanitaire, l'industrie redémarre, l'économie redémarre, les gens ne portent plus de masques, il n'y a plus de virus. Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas, mais pour l'instant, il n'y en a plus. La Nouvelle-Zélande, une très très jeune première ministre s'est renseignée, a su quelle décision il fallait prendre. Les Nouveaux-Zélandais ont parfaitement respecté les consignes. Il n'y a plus de virus en Nouvelle-Zélande. Il y a plusieurs pays comme ça. Donc, à l'opposé, il y a des pays qui ont contesté la décision des scientifiques, des médecins et des politiciens. Et là, la simple contestation a créé des foyers qu'on appelle curieusement du mot cluster, mais en français on dit foyer. Et ces foyers-là ont entretenu le virus qui redémarre instantanément. Et maintenant, j'ai peur qu'on ait du mal à le contrôler. Et vous croyez que c'est ce qui se passe aujourd'hui en France? Mais oui, il y a eu plein de petits foyers. Il faisait beau, c'est un ennemi invisible, les gens ne le voyaient pas. Il faisait beau, on était entre amis, les gens n'ont pas voulu respecter le confinement, donc le virus s'est développé tranquillement. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du risque psychologique. Quels sont ces risques pour les individus? La solitude est une agression. Or là, avec le confinement, on est contraint à l'isolement. Ceux qui ont acheté des belles maisons, des grands appartements avec un jardin, ils vont s'isoler, mais ils pourront se déplacer, ils auront de l'espace, ils pourront travailler sans gêner les autres. À l'opposé, ceux qui, avant le confinement, ont acquis des facteurs de vulnérabilité, petits métiers instables, petits salaires, petits logements avec une surdensité. Il y a des familles qui sont à 6 dans 25 ou 30 mètres carrés. Donc, si l'un travaille sur l'ordinateur, il empêche tout le monde, ou les autres l'empêchent de travailler. Donc, ça fait beaucoup de conflits. Donc, ça veut dire que ça accroît, quelque part, les inégalités sociales, Boris Cyrulnik. Mais oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des inégalités sociales. Et là, on voit que ceux qui, avant le confinement, avaient acquis des diplômes, donc des bons métiers, donc un logement confortable, supporteront mieux le confinement, ou même si le confinement s'arrête, sortiront du confinement sans traumatisme, alors que ceux qui, avant le virus, avaient acquis les facteurs de vulnérabilité, mauvais développement, famille violente, immigration, petits métiers instables, petits salaires, petits logements, ceux-là vont être traumatisés et sortiront du confinement plus mal qu'à l'entrée. Est-ce que ça veut dire aussi que cette crise sanitaire, on parlera un peu plus tard de la crise de la menace terroriste, pourrait avoir des conséquences politiques très graves, Boris Cyrulnik? Inévitablement. Lesquelles? Après chaque crise, que ce soit une catastrophe naturelle, inondation, incendie, tremblement de terre, ou une catastrophe culturelle, virus, guerre, précarité sociale, les gens, il y a toujours des phénomènes sociaux, il y a toujours des bouleversements sociaux. Alors, face au bouleversement social, il y a plusieurs stratégies. On a parlé de la stratégie la plus fréquente, c'est-à-dire remettre en place ceux qui avaient provoqué la catastrophe, et 3 ans après, il y a une nouvelle catastrophe. La deuxième stratégie, c'est de se faire escroquer par un sauveur qui dit « Vous êtes malheureux, mais votez pour moi, je sais ce qu'il faut faire ». Et ces sauveurs-là sont souvent des candidats dictateurs qui escroquent les gens anxieux. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, sur la planète, il y a un très grand nombre de dictateurs qui ont été élus démocratiquement. Il ne faut pas oublier que Hitler a été élu démocratiquement, Pétain aussi. Donc il y a plein de dictateurs qui ont été élus démocratiquement parce que les gens, la société était désespérée. Mais il y a une troisième solution, qui est celle dont on a parlé tout à l'heure, c'est que quand on sort d'une catastrophe culturelle ou naturelle,
on voit souvent une évolution sociale favorable, on voit souvent des réformes se mettre en place parce qu'elles sont imposées par les nouvelles conditions d'existence. Et en France, puisque vous parlez des candidats dictateurs, qui pourrait jouer ce rôle ? Qui essaie de capitaliser les situations ? Par exemple, Marine Le Pen ? C'est le risque ? Elle est étonnamment silencieuse. Hein. Mais regardez ce qui se passe sur la planète actuellement, où les gens sont anxieux parce qu'il y a des phénomènes sociaux qu'on ne contrôle plus. Et pour moi, le virus est un phénomène social. Au point de vue biologique, c'est rien. Le virus, c'est un brin de 15 gènes qui forment un ARN. C'est-à-dire que biologiquement, c'est rien. On a 29 000 gènes, et là, il y a une séquence de 15 gènes avec une capsule, et cette capsule fait que ça rentre dans le système nerveux, ça provoque une encéphalite, ça rentre dans les poumons, ça provoque une pneumonie. Donc, au point de vue biologique, c'est rien. C'est rien, mais au niveau de la mondialisation, ça joue un rôle. Au niveau de la mobilité, ça joue un rôle aussi. C'est la mobilité. C'est nous qui fabriquons le virus avec des élevages excessifs, avec notamment la viande en excès, et surtout avec des transports. Il ne faut pas oublier que maintenant, quand on fabrique un virus en Chine, puisque ça a été le cas du dernier virus, mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. La peste, souvent, elle partait d'Antioche, en Syrie, ou en Turquie, hein, c'est la frontière. Donc, c'est nous qui fabriquons le virus et c'est nous qui le transportons. Donc, c'est essentiellement un phénomène de civilisation. Sur le plan biologique, c'est presque rien. Alors, c'est un phénomène de civilisation, ça pose aussi ça a aussi des conséquences. Ça aura sans doute des conséquences par rapport au rapport au travail. Est-ce qu'il a changé ? Est-ce qu'il va changer ? Quel sens faut-il lui accorder désormais ? Selon vous, qu'est-ce qui est différent aujourd'hui ? Le travail ne peut pas ne pas changer. Parce que la course à la consommation, je pense que, ou bien on va être contraint à moins consommer, parce qu'on est ruiné pour 2 générations maintenant, ou bien on est contraint à moins consommer, ou bien on est en train de découvrir que l'hyperconsommation n'est pas un moyen de se rendre heureux. Donc dans les deux cas, on va chercher à limiter notre consommation. Donc limiter les circuits de consommation, les circuits de production des biens, les circuits de transport du bien. Je ne sais pas si l'aviation va survivre à ce mode de catastrophe. Probablement, il faudra inventer de nouveaux modes de déplacement en avion. Donc peut-être augmenter les nouveaux modes de déplacement en train. Il faudra inventer des nouveaux modes de production, redécouvrir le jardin, redécouvrir les productions de proximité, redécouvrir la lenteur de consommation et aussi pour nos enfants, la lenteur de développement. Donc ça veut dire que c'est une contre-révolution industrielle ? C'est pas impossible. Peut-être que... alors, vous appelez ça révolution industrielle, c'est vrai que ça a commencé fin 18e, et que le développement de l'industrie fin 18e a complètement modifié les structures familiales, les valeurs scolaires, la valeur des êtres humains, aussi la valeur de la mort. Quand l'industrie s'est développée, la mort des hommes n'avait aucune importance. Les mineurs descendaient à la mine à 12 ou 13 ans, et quand j'étais médecin, j'en ai accompagné beaucoup qui mouraient de silicose à 45 ans, ils le savaient. Les coups de grisou ont tué énormément, l'industrie a tué énormément de gens, a renforcé les rapports de domination. Et donc, le développement de l'industrie a modifié la culture, et je pense que peut-être l'effondrement de l'industrie, peut-être non, pas l'effondrement de l'industrie, mais la modification de la donne industrielle. Voilà, une modification du mode industriel probablement va entraîner des nouvelles manières de vivre ensemble en famille. Peut-être qu'on va découvrir l'importance de la vie, alors que jusqu'à maintenant, la vie n'avait pas de valeur. Regardez, la guerre de 14-18 a tué 1,5 million de jeunes gens, de très jeunes gens qui n'avaient pas le droit de vote. C'était les adolescents. Plus de 3 millions de gueules cassées, troubles neurologiques, de gazés. Il y a eu, sans compter les syndromes psychotraumatiques qu'on ne savait pas diagnostiquer en 1918, sans compter
la diffusion de la peste, du virus de l'encéphalite, qui a tué entre 30 et 50 millions de morts. C'est-à-dire que les chiffres sont imprécis parce que les archives étaient moins bien tenues qu'aujourd'hui, mais ça a tué énormément de monde pour les raisons que je viens de vous proposer. La guerre et le virus, les conflits sociaux et le virus sont associés. Un bataillon anglais est arrivé en partie pour les Indes, et dans ce bataillon, il y avait 7 soldats malades. Arrivé aux Indes, le virus s'est développé. 1 an après, il y avait 16 millions de morts. Donc les deux sont liés. Le virus, actuellement, la famine est en train de réapparaître en Égypte. Donc ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas des troubles sociaux en Égypte. Il y a déjà eu des troubles au Darfour à cause de la sécheresse. Donc la sécheresse a provoqué la migration des éleveurs il n'y avait plus d'eau. Donc les enfants mouraient, donc ils sont partis chercher de l'eau et ils sont rentrés dans le territoire des agriculteurs, et donc ça a déclenché la guerre du Darfour. Et alors, pardon, je vous laisse finir. Donc je pense que si on ne prend pas des décisions tout de suite, on risque de laisser évoluer une catastrophe durable. D'autant plus que, vous venez de parler de la crise sanitaire, il y a aussi la menace terroriste, Boris Cyrulnik. Alors 75 ans après la Shoah, les terroristes se présentent aujourd'hui en résistants. Ce que vous avez dénoncé d'ailleurs dans un livre, Ivre, paradis, bonheur héroïque, c'était en 2016 chez Odile Jacob, et je vous cite, « Résister, c'est affronter un discours qui a la possibilité de nous imposer sa loi », et que cette réaction est totalement différente du terrorisme, Boris Cyrulnik. Alors, la résistance et le terrorisme, c'est pas du tout pareil. Pendant la résistance, les personnes qui ont résisté n'avaient pas intérêt à se montrer. Donc, ils ne voulaient pas passer à la télévision. Alors que les terroristes font des attentats spectaculaires, égorger, faire sauter les tours de New York. Ils font des attentats horribles et spectaculaires pour terroriser, de façon à pouvoir imposer leur loi. Donc la résistance et le terrorisme, c'est presque radicalement opposé. Et alors, comment expliquer que les héros d'aujourd'hui, Boris Cyrulnik, puissent être, pour une partie de cette jeunesse, des quartiers que vous connaissez et que vous avez rencontrés, ce que vous appelez les héros négatifs, c'est-à-dire les Mera, les Koulibaly, les Kouachi, les Fofana, éventuellement aussi les Soral et les Dieudonné. Comment vous expliquez ça ? C'est les héros de jeunes gens désespérés. Mohamed Merah a été héroïsé. Après sa mort, il l'a été encore. Il y a une copine de Mélenchon qui a dit qu'elle admirait Mohamed Merah. Donc il y a des gens qui admirent encore Mohamed Merah. Mais Mohamed Merah a été héroïsé parce qu'il a été courageux en affrontant, je crois, je ne suis pas sûr du chiffre, mais 80 hommes du GIGN à lui tout seul. Enfin, il a été considéré par ces jeunes-là comme ayant été courageux. C'est pas vous qui dites qu'il a été courageux, Boris Cyrulnik. Non, j'ai mal dit. Ouais. C'est une partie de la population, ces gosses en détresse, ont considéré Mohamed Merah comme un héros. Mais moi, je le considère comme un immense assassin. Mais les jeunes de certains quartiers sont fiers de Mohamed Merah. Vous avez évoqué aussi dans vos livres la contagion émotionnelle du groupe au point de manipuler les jeunes candidats au martyr. Est-ce que, Boris Cyrulnik, c'est ce qui se passe ces dernières semaines avec les attentats qui ont frappé, qui ont endeuillé, qui ont choqué la France ou encore cette semaine l'Autriche ? Alors, le terrorisme existe probablement depuis qu'on cherche à faire des nations et des groupes humains. Et quand un groupe humain est malheureux et qu'il veut imposer sa loi au groupe voisin, s'il n'a pas d'armée, il invente le terrorisme. Donc c'est un phénomène classique parce que ça permet de faire la guerre à moindre frais. Et là, on voit que des gens qui, probablement, on peut soupçonner d'où ça vient, ces gens sont riches, sont des idéologues riches, avec des techniciens très compétents, qui fabriquent des discours qui galvanisent des gosses en détresse. Or, il y a des pays où il y a de plus en plus de gosses en détresse, et ces gosses-là
se laissent escroquer par des sauveurs qui leur disent « je sais d'où vient le mal ». Souvent, c'est les Juifs. Ça peut être les Arabes aussi. Hein. Ça peut être l'étranger, ça peut être le nègre, ça peut être etc. Ce sont aussi les chrétiens. On l'a vu à Nice et dans un certain nombre d'attentats. Est-ce que Boris Cyrulnik, vous considérez que nous sommes en guerre non seulement contre le terrorisme, mais aussi contre l'islamisme? Alors, je pense qu'il faut être en guerre contre l'islamisme, mais il ne faut pas être en guerre contre les musulmans. Je pense que mon ami Boualem Sansal dit il y a 50 manières différentes d'être musulman. Moi, c'est une religion que je ne connais pas très bien, donc je cite Boualem Sansal. Donc ça veut dire que ces gens-là se revendiquent de l'islam, et moi je ne suis pas capable de faire la différence entre ces 50 islams différents. J'ai été invité par les soufis, qui sont musulmans, je les ai trouvés très agréables à fréquenter, très cultivés, très attentionnés. Donc le danger, bien sûr, c'est sûrement ce que souhaitent d'ailleurs les terroristes, c'est de provoquer une réaction, parce qu'à ce moment-là, ils provoquent un chaos social, et dans ce cas-là, ça aggrave tout. Et la meilleure résistance au terrorisme, c'est de faire la guerre aux terroristes et de se solidariser, parce que eux, ils voudraient nous faire éclater. Parce qu'en éclatant, il y aurait des guerres entre nous, et c'est un bon moyen pour prendre le pouvoir. Hein. Cortés, en Amérique du Sud, a pris le pouvoir avec une toute petite armée, parce que les Sud-Américains étaient en guerre civile, et puis parce qu'aussi il a apporté une épidémie. C'était probablement une variole, donc, ou la grippe. En apportant la grippe, les Indiens, les Aztèques n'avaient pas les anticorps qui permettent d'affronter la grippe, et de 22 millions, ils sont passés en quelques années à 2 millions. Il y a eu 20 millions de morts, et ces Aztèques avec 300 hommes et 11 chevaux, ou en tout cas un très petit chiffre, a complètement effondré une civilisation et s'est emparé de l'Amérique du Sud parce que l'épidémie et les guerres civiles ont été associées comme fréquemment. Alors on va passer du Mexique, de la Colombie à l'Europe, à la France et à l'Occident, et à l'année 2020, à notre époque. Vous parlez aussi de la responsabilité que vous pointez d'Internet qui favorise une contagion émotionnelle, dites-vous. Oui, parce que quand je vois la haine, la violence sans frein exprimée sur Internet, je vois souvent un texte. Les gens ont le droit de ne pas être d'accord, ça fait partie du processus scientifique et du processus démocratique. Donc, il y a des lieux de débat. Au Moyen-Âge, on appelait ça les lieux de disputation, où on a le droit de ne pas être d'accord. Il y avait même des disputations religieuses, et je crois que dans les yeshivas juives, la disputation, ça manque pas. Mais ça fait partie de la réflexion, du travail de la science et du travail de la démocratie, et parfois même du travail de l'interprétation des textes, comme le font souvent les juifs, mais toutes les religions le font. Les juifs et notamment, et surtout les talmudistes. Et surtout les talmudistes, qui le font à tel point qu'il y a un barouf dans ces réunions, parce que bien sûr, personne n'est d'accord. Mais ce désaccord, sans vouloir la mort de l'autre, c'est une preuve de démocratie, c'est une preuve de tolérance. Et d'intelligence. Et on s'entraîne à l'intelligence, à la discussion, il faut trouver les arguments. C'est pas du tout ce que font les terroristes. Les terroristes nous imposent un slogan, comme Hitler. Hitler disait « Je veux une jeunesse qui obéisse et surtout qui ne réfléchisse pas ». Et dans les écoles nazies, il n'y avait que des slogans qu'on retrouvait régulièrement cités, et on voit que ces gens-là, fanatisés par quelqu'un, des petits groupes très riches, probablement au Proche-Orient, grâce à la technologie moderne, Internet, les transports, arrivent à manipuler sur la planète entière des mouvements sociaux, avec très peu d'argent, grâce aux réseaux sociaux. Est-ce que vous dites, vous parlez d'Hitler, vous faites le parallèle avec Hitler, l'islamisme, c'est un nouveau nazisme, Boris Cyrulnik ? Je crois pas que ce soit un nouveau nazisme. C'est pas la même théorie. Il y a pas c'est aussi le culte de la mort comme le nazisme. Alors, il n'y a pas la biologie imaginaire du racisme, mais c'est une nouvelle théorie totalitaire. On ne pense pas, on récite des slogans de haine, et on passe à l'acte, on tue
au nom de la morale. C'est-à-dire que c'est pour sauver une entité qu'on se croit légitimé, qu'on est même invité, on est héroïsé si on tue des juifs, des chrétiens, pour commencer. Et éventuellement aussi des musulmans qui ne sont pas d'accord avec eux. Et alors qu'ils appellent collaborateurs. Voilà. Et alors aussi, vous parlez du rôle et de la responsabilité de ce que vous appelez la déculture, Boris Cyrulnik. C'est quoi la déculture ? Alors, c'est privatif. C'est des jeunes qui ont été, au Moyen-Âge, beaucoup d'hommes n'étaient pas acculturés, parce qu'il n'y avait pas les diffusions techniques, il n'y avait pas l'école, et donc il y avait des gens très cultivés, des aristocrates qui étaient très cultivés, et dont on bénéficie encore aujourd'hui avec des châteaux, avec des sponsors musiciens, peintres, mais ces aristocrates ont gagné de l'argent en rackettant le peuple pendant 1000 ans. Je viens de citer Georges Duby en disant ça. Mais beaucoup d'autres n'étaient pas cultivés. Les gens du peuple n'étaient pas cultivés. L'espérance de vie des gens du peuple était de 30 ans dans les pays pauvres, alors que les aristocrates avaient à peu près la même espérance de vie que la nôtre, parce qu'ils avaient des conditions d'hygiène et de stimulation intellectuelle. Or, on voit apparaître aujourd'hui un clivage dans toutes les sociétés, un top que je trouve merveilleux, des gosses, des jeunes, qui font les grandes écoles, qui travaillent beaucoup, qui comprennent bien, qui voyagent, qui gagnent des gros salaires, qui parlent plusieurs langues. Ces gosses sont merveilleux. Et donc c'est la nouvelle aristocratie. C'est l'aristocratie des diplômes. Et on voit une immense majorité de gosses qui deviennent illettrés, qui sont malheureux, qui ne peuvent pas apprendre un métier, qui sont humiliés par l'école. Et un des symptômes de ce que je viens de dire, c'est la haine des élites. Alors justement, ça nous conduit à aborder deux sujets. On va parler de la haine des élites, du non-respect d'un certain nombre de personnages de la République. Mais d'abord, la décapitation de Samuel Paty. Elle a d'autant plus choqué les Français qu'il était professeur. On a décapité un enseignant parce qu'il faisait tout simplement ce métier. Eh bien, comment en est-on arrivé là, Boris Cyrulnik ? C'est la haine des élites aussi, quelque part ? Non, je pense que celui qui a décapité, le porte-parole, le porte-flingue qui a décapité ce professeur était fanatisé, et l'enquête le dira, mais probablement il était venu en France pour commettre un attentat. Mais ça, je prends un risque en disant ça. En revanche, je pense qu'un marqueur de la haine des élites, c'est le mot blasphème. Lorsque quelqu'un emploie le mot blasphème, c'est qu'il s'autorise à tuer celui qui n'est pas d'accord avec lui. Le blasphème désigne une transgression étonnamment différente selon les cultures, et dans une même religion, dans une même culture, ça désigne des situations étonnamment différentes. Donc, le mot blasphème n'est pas un mot de la religion se veut transcendante. Il faut s'approcher de Dieu, une entité invisible et qui nous gouverne. Et il faut s'en approcher par la transcendance. La beauté est une forme de transcendance. La religion, la spiritualité est une forme de transcendance. Mais quand on emploie le mot blasphème, ça veut dire on s'autorise, on trouve moral, on trouve bien, comme le fait de décapiter un professeur qui ne pense pas, qui ne se soumet pas à notre idéologie. Alors, vous êtes Boris Cyrulnik, le symbole de la méritocratie républicaine. Ça nous conduit à parler de ce que vous venez d'évoquer il y a quelques instants. Est-ce que l'un des problèmes de la France n'est pas justement que l'on déteste ces élites, que l'on ne respecte plus ces élites, et notamment les enseignants ? Alors oui, absolument. Malheureusement, vous avez raison. Mais quand j'étais gamin, effectivement, j'ai été sauvé par l'école. Puisque pendant la guerre, j'ai pratiquement pas pu aller à l'école parce que je m'étais évadé de la synagogue de Bordeaux et j'étais pourchassé, alors que d'autres juifs de mon âge ont pu aller à l'école sous un faux nom. Mais un grand nombre d'enfants juifs qui ont été à l'école sous un faux nom ont été arrêtés à l'école. Pensez le film de Louis Malle. Oui, c'est un film, vous les écrivez dans l'un de vos livres qui vous a marqué, qui vous a conduit d'ailleurs à écrire. Oui, exactement. Parce que c'est arrivé à Louis Malle, c'est-à-dire, mais moi j'ai été sauvé par l'école, j'ai pu retrouver ma dignité, j'ai pu faire réaliser une partie de mes rêves grâce à l'école. Mais
Quand j'étais étudiant en médecine, rue des Saints-Pères, il y avait, selon les années, entre 11, 12 ou 13% d'enfants de pauvres. Aujourd'hui, c'est 1, 2 ou 3% d'enfants de pauvres. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et voilà, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les conditions d'études deviennent difficiles, deviennent très sélectives, et que seuls les gosses bien entourés peuvent tenter la chance. Quand ils sont reçus en médecine ou dans une grande école ou quand ils font des études, ils n'ont rien volé. Ils ont travaillé, ils ont stressé, ils ont été reçus. Chapeau, il n'y a que du bien à en dire. Mais les gosses de pauvres qui habitent à 2 heures de Sciences Po ou de la fac de médecine, qui vivent à 10 dans un logement minuscule, la télévision monte jusqu'à 2 heures du matin, le père se lève à 4 heures ou 5 heures pour aller travailler, ces gosses sont toujours en dette de sommeil, ils sont collés aux examens, ils sont collés au concours. Donc les conditions de vie modernes ont clivé la société entre un top, une élite que je trouve extraordinaire, et une base qui est complètement larguée, humiliée par la réussite des autres. Alors oui. justement, Boris Cyrulnik, comment vous expliquez, et ça conduit à parler de ce que vous venez d'évoquer, qu'au lendemain de la guerre, des gamins comme vous, qui aviez tout perdu, leur famille, mais aussi leurs repères, parfois tout espoir et souvent toute joie de vivre, et décider de revivre et de renaître en faisant le bien, en allant vers l'autre, comme ce que vous avez fait, alors qu'aujourd'hui, des jeunes du même âge choisissent le nihilisme, la terreur et le totalitarisme. Il faut rappeler que 8400 jeunes Français ont choisi le chemin du djihad. Mais oui, c'est 8400 repérés, parce qu'il y a toute la frange autour de ces gamins qui n'ont pas encore choisi le chemin du djihad, mais qui ont refusé, par exemple, de faire la minute de silence pour le professeur décapité. C'est arrivé à Toulon. Donc il y a toute une périphérie de ces 8400 jeunes repérés. Donc, pourquoi est-ce que j'ai échappé à ça ? Je pense que dans les années d'après-guerre, il y a eu un moment de grande générosité de la part de la France. Je pense qu'il y a eu des bourses. J'ai mis longtemps, c'est seulement à la fin de mes études que j'en ai touché parce que mes parents n'étaient pas morts, ils étaient disparus. Donc, il y avait des conditions éducatives très difficiles, mais il y avait une ouverture qu'il n'y a plus aujourd'hui. On voit la France, le communautarisme se fermer pour se défendre. Quand on se sent agressé, on se sent protégé par son milieu, on parle la même langue, on s'habille de la même manière, on prie le même Dieu, on s'entraide. Donc c'est un mécanisme de solidarité qui est une défense précieuse, une défense nécessaire. Mais aussi à la base d'un nihilisme, d'un refus, d'un rejet de la société, de son identité française. Alors, certains parlent de nihilisme. Quand j'étais gamin dans les années d'après-guerre, je crois que j'ai été sauvé par le communisme. Je vais me faire des ennemis en disant ça, mais parce qu'il y avait chez les prolétaires, chez les ouvriers, il y avait une très grande générosité. Et j'ai cru sincèrement que le communisme allait apporter la paix et la liberté jusqu'au jour où j'ai découvert l'affaire Beria. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était Staline avait fait arrêter des médecins qui voulaient comploter contre lui. C'est l'affaire des blouses blanches. Et comme par hasard, tous ces médecins étaient juifs. Et ça a été ma découverte de l'antisémitisme de gauche. Donc ça a été une grande déception pour moi. Et donc on précise les choses, c'était dans les années 50, et il s'est passé 70 ans depuis. Mais oui. Mais il y avait une grande générosité. Alors c'est pour ça que j'ai cessé de croire au communisme et j'ai commencé à douter. Et ensuite, j'ai fait une enquête. J'avais la liberté, me donner la liberté de ne pas me laisser fanatiser. C'est-à-dire que j'avais autour de moi des gens qui doutaient. Il y avait une liberté d'expression. J'avais le droit de critiquer ce que j'avais adoré. Donc, je le critiquais. Donc, ça m'a permis de ne pas me laisser fanatiser. Mais c'est pas le cas des jeunes aujourd'hui qui retrouvent leur dignité en se laissant fanatiser. Et puis surtout, comme on le disait tout à l'heure, les écrans, les réseaux sociaux échappent au contrôle public. Et on voit que des enfants avec qui on parle, il m'est arrivé, j'ai été invité à donner des cours après Charlie Hebdo, parce que j'avais des relations amicales avec Wolinski. J'ai été invité à donner des cours dans des lycées toulonnais et marseillais.
je voyais des gosses adorables qui posaient des questions gentilles. Et quand je leur discutais, la plupart, j'étais convaincu par la gentillesse de ces gosses. Et quelque temps après, des profs me rattrapaient en me disant, la plupart des gosses vous ont cru, ils ont cherché à comprendre et à vous croire, mais certains parmi eux vont rentrer chez eux et leurs parents leur diront, il n'y a pas un mot de vérité dans ce qu'a dit Cyrulnik. Alors vous avez perdu vos parents, enfin ils ont disparu, ils ont été déportés à Auschwitz, et on retient de votre livre, donc c'est tout le contraire de ce que vous venez d'évoquer, donc de votre livre Sauve-toi, la vie t'appelle, que votre condition de juif a brisé votre enfance, a marqué votre vie. Et vous parlez de blessure identitaire. Est-ce qu'elle est toujours présente aujourd'hui? Et en quoi le poids de la mémoire, de votre mémoire, celle du petit Boris qui a perdu son père et sa mère à Auschwitz, colore-t-il, comme vous dites, votre présent, Boris Cyrulnik? Absolument, je finirai ma vie avec ça. C'est-à-dire que j'ai perdu mon père, ma mère, j'ai perdu presque toute ma famille, j'ai moi-même été arrêté. Donc, démarrer la vie... Et donc, on précise les choses, donc ça fait 76 ans aujourd'hui, en 1944, vous avez échappé à la rafle de la grande synagogue de Bordeaux, 1944. Non, j'y ai pas échappé, j'ai été emprisonné. J'étais dans la synagogue. Mais vous vous êtes échappé, c'est ça que je voulais dire. Je me suis échappé. Donc, j'ai pas échappé à la rafle, mais je me suis échappé. Vous êtes échappé, pardon, oui. C'est ça. Oui, mais comme j'ai été entouré par des gens qui pensaient, donc j'ai eu envie de réfléchir et je j'ai pas été fanatisé, alors que les gosses aujourd'hui éprouvent un plaisir à être fanatisés parce qu'il y a des routines. Il y a des routines qui les engourdissent et ils ont une impression d'aventure extraordinaire quand on leur propose une réunion secrète, quand on leur propose un voyage en Turquie, quand on leur propose une communication sur Facebook. Tu vas voir ce document, tu comprendras après. Et il y a des documents effrayants qui échappent au contrôle public et surtout qui échappent au débat démocratique. Alors, pardon, allez-y, excusez-moi, je vous ai interrompu. Ces jeunes-là, pour lutter contre la morosité, pour lutter contre la dégradation, la déculturation, sont heureux de se laisser emprisonner. Ils se laissent séduire par une théorie criminelle, une théorie totalitaire. Et alors, parce que dans l'un de vos livres, Ivre, Paradis, Bonheur héroïque, qu'on a déjà cité, vous parlez des héros. Et justement, derrière ces pages noires de l'histoire, il y a des héros, des justes, restés souvent dans l'ombre. Ce que vous appelez le murmure des justes, Boris Cyrulnik. Quels sont les héros de la France de 2020, Boris Cyrulnik? Alors, les héros, on les découvre quand le problème est réglé. Parce que pendant l'engagement, les héros sont discrets. Parce que sinon, ils ne pourraient pas faire des actes héroïques. Mais ça serait quoi un héros aujourd'hui ? Alors, ça serait celui qui pourrait rester lui-même, qui ne se laisserait pas engager par la haine provoquée par les djihadistes ou par le risque d'une riposte contre les musulmans. Si on ripostait contre les musulmans, ça ne ferait qu'un crime ajouté au crime. Donc, et ça va être difficile parce que les musulmans ne prennent pas assez la parole. Ils prennent la parole depuis pas très longtemps. En médecine et en psycho, on est entouré de musulmans tout à fait fréquentables, qui font leurs études et qui sont malheureux de ce qui arrive. Et ils sont contraints à s'engager. Et beaucoup ne veulent pas s'engager parce qu'après Charlie, après le Bataclan, ils disaient tous « ce crime n'a pas été commis en mon nom », ce qui n'est pas vrai. Ce crime a été commis au nom de l'islam. Alors, je ne connais pas assez l'islam, mais beaucoup de musulmans me disent « ça n'est pas l'islam ». Je demande qu'à les croire. Mais ceux qui commettent ces crimes au nom de l'islam, et les musulmans fréquentables, c'est-à-dire la majorité, disent c'est criminel au nom de l'islam, sous l'islam. Ce que je pense. Parce que justement, ça conduit à ce que vous avez écrit aussi. Le héros, c'est vous qui l'écrivez, est d'abord celui qui sait dire non, non à la mort, non à la dictature, non au conformisme, peut-être non au politiquement correct aussi, Boris Cyrulnik. Oui, mais alors ça apparaît après. Une fois que le problème sera réglé, dans le récit, on va dire, ah bah tiens, Jean Moulin, il a été parachuté, et pendant la guerre, il a tout fait pour ne pas être repéré. Il a été repéré quand même, mais et après la guerre, on en a parlé,
c'est nous qui l'avons héroïsé. Si on n'en avait pas parlé, on n'aurait jamais su qui c'était. Donc, je pense que le héros n'existe que parce qu'on les héroïse. Et j'ai bien aimé ce diagnostic que vous avez établi dans l'un de vos livres. Vous écrivez « Dites-moi quels sont vos héros et je vous dirai de quels maux vous souffrez ». De quoi souffre la France de ce début du XXIe siècle, Boris Cyrulnik ? Alors, je pense que on souffre de sprint et de fragmentation. Une jeune femme, quand j'étais gamin, quand une jeune femme mettait au monde un bébé, elle était entourée et fêtée. Aujourd'hui, une jeune femme met son premier bébé au monde à presque 31 ans et elle a fait des études, elle n'a rien volé, elle a commencé à travailler, elle met au monde un bébé et elle est isolée. Et c'est pareil aussi pour les garçons. C'est peut-être moins lourd à porter pour les garçons, mais ils sont aussi beaucoup trop isolés. Alors je pense qu'on a une culture de la dilution des liens qui nous rend anxieux et qui nous rend vulnérables. Et que probablement, si on arrive à faire une culture de la solidarité, de la cohésion, pas du clan, de la solidarité, parce que la réaction de défense, c'est de se mettre dans un clan où on se sent protégé. Mais dans un clan, on n'est protégé que par les siens, par les proches. Et on a la peur et la haine de ceux du clan d'à côté. Et dans ce cas-là, le clan devient une déclaration de guerre. Donc, je pense que le héros d'aujourd'hui, il me semble, ça sera celle qui pourra retisser du lien dans la société, redonner un autre sens à la société. Peut-être que le sens de nos enfants, ça sera plus la réussite sociale, ça sera l'épanouissement individuel. Le bonheur. Alors, le bonheur, c'est aussi un mot piégé, ça. Hein, parce que c'est les gens qui se font sauter ou qui commettent des crimes, c'est pour la recherche du bonheur. La recherche du bonheur après la mort. Ouais. Et alors, vous reparlez des héros. Est-ce que les héros aujourd'hui du petit Boris devenu le grand Cyrulnik sont les mêmes que ceux qui étaient ceux de votre enfance ? Et dernière question, quand vous constatez que quelque part vous êtes devenu un héros, vous en pensez quoi, Boris Cyrulnik ? Je ne suis sûrement pas devenu un héros. Je suis étonné et ravi qu'on me lise et qu'on me fasse des remarques. Beaucoup de gens qui me lisent me disent, ils me disent en me taquinant, vous avez parlé de moi à la page 104. Alors, c'est une connivence, j'ai pas parlé d'eux à la page 104, mais j'ai parlé de la condition humaine. Ils se sont reconnus, le lecteur se reconnaît. Alors, je pense que ce que j'espère, ce que j'attends, c'est que quand le virus sera éteint, si on n'est pas trop ruiné, on est déjà ruiné, mais l'Égypte commence sa période de famine, le Yémen est en pleine catastrophe, les musulmans sont étonnamment massacrés en Inde, en Birmanie, en revanche, si on a un dessin, je l'ai chez moi ce dessin, je vois pas le prophète, je vois un dessin. Je vois un dessin qui dit ce que disent la plupart des musulmans. C'est dur d'être aimé par des cons. Les musulmans, mes amis musulmans, disent ça. Ils disent ceux qui pratiquent cet islam souillent le vrai islam. C'est la même. Donc je sais pas où est le blasphème. C'est un dessin. Et si on n'avait pas parlé de blasphème, personne n'aurait vu ce dessin, alors que là, la planète entière va voir ce dessin, ce qui va déclencher la haine de ceux qui se laissent manipuler par un petit groupe très riche, qui paye d'excellents techniciens pour répandre la peste sur la Terre. Mais là, cette peste-là, c'est pas un microbe, c'est une idée. Merci en tout cas, Boris Cyrulnik, d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir participé à cette émission, et à dimanche prochain. Merci.